Entre l'invention de l'ordinateur par Babbage en 1834 et la réalisation du premier ordinateur, il s'est écoulé plus d'un siècle. Ça fait beaucoup, vous ne trouvez pas? On a un peu l'impression que Babbage a été oublié pendant tout ce temps et qu'on n'a découvert que récemment qu'il avait eu raison trop tôt. On a aussi l'impression que cette introduction n'a aucun rapport ni avec le titre ni avec le sous-titre. Mais attendez un peu. Au début du XXe siècle en France, le spécialiste du calcul mécanique, c'est lui, Maurice d'Ocagne. Le sujet est foisonnant. Les machines arithmétiques sont enfin devenues assez fiables pour être utilisées commercialement. On fabrique en plus des machines à résoudre toutes sortes de problèmes, des équations algébriques aux équations différentielles, en passant par les calculs d'intégrales et de dérivées, jusqu'aux coefficients de Fourier. En plus des machines, il y a l'utilisation des abacs, c'est-à-dire des feuilles graduées de façon astucieuse sur lesquelles on lit directement les résultats utiles. C'est la nomographie, l'enfant chéri de Maurice d'Ocagne. Alors quand il écrit un livre en 1905 pour recenser l'ensemble de tous les procédés mécaniques et graphiques, la machine de Babbage n'est pas oubliée, certes, mais elle est un peu marginale. Avec la machine dont il va être maintenant question, il semble qu'on entre dans le domaine de la féerie. Dans la pensée de son inventeur, elle était destinée à effectuer n'importe quelle suite d'opérations arithmétiques sur n'importe quel nombre, à aussi grande quantité qu'on les suppose. Au premier abord, l'esprit est effrayé par les termes mêmes d'un tel problème et n'ose entrevoir la possibilité de sa solution. C'est pourtant sur la recherche d'une telle solution que, dès 1834, Charles Babbage concentrait tous ses efforts pour arriver en quelques années à vaincre, théoriquement au moins, toutes les difficultés de la question. Clairement, en 1905, la machine de Babbage est toujours une chimère. Un tour de force théorique, certes, mais dont il n'est rien sorti d'utile. Pourtant, des Babbage, il y en a eu au moins un autre, Percy Ludgate, un comptable irlandais. Il avait inventé sa propre machine analytique en utilisant le principe des cartes perforées, comme Babbage. Il n'a découvert le travail de Babbage qu'après. Mais comme il n'est rien resté de sa machine, on ne sait pas grand-chose, ni de lui, ni de son invention. En 1928, donc 23 ans après la première édition, d'Ocagne publie une nouvelle édition de son livre, profondément remanié. Et le paragraphe sur Babbage a bien changé. Était-il possible de concevoir une machine capable d'exécuter non pas seulement une opération arithmétique isolée, mais toute une suite de telles opérations sans aucune intervention d'un opérateur humain en cours d'exécution? Telle est la question à laquelle Babbage n'a pas craint de s'attaquer dès 1834 et qu'il est parvenu à résoudre. Et puis apparaît un nouveau nom. Une autre solution du même problème a été obtenue par le grand mécanicien espagnol Torres Quevedo au moyen de l'électromécanique. On sait à quel point de perfection M. Torres a porté la science de l'automatique. M. Torres s'est dès lors proposé de construire un calculateur purement automatique. Les termes d'un tel problème sont faits pour confondre l'imagination. M. Torres en a pourtant donné une solution complète. On peut donc dire que le problème de Babbage se trouve, grâce à M. Torres, pleinement résolu par l'électromécanique. Mais il y a plus. Le grand inventeur espagnol a dressé le projet d'une machine atteignant le même but par un agencement purement mécanique, au reste entièrement différent de celui de Babbage.
on sent toujours de l'admiration, de l'étonnement et une imagination confondue. Et la solution est cette fois-ci complète. Il y a eu une vraie avancée par rapport à Babbage. Le grand inventeur espagnol, c'est lui, Leonardo Torres Quevedo. Et vu la quantité de choses qu'il a inventées dans sa vie, je trouve que c'est une bonne idée qu'ont eu ses parents de l'appeler Leonardo. Voici un portrait un peu plus conventionnel. Contrairement à beaucoup de scientifiques, il n'a pas eu une carrière précoce. Il a pris le temps d'étudier, de voyager, de lire, avant de commencer à produire, à 40 ans passés. Par contre, ensuite, il s'est rattrapé de manière difficilement croyable. Il donne l'impression d'avoir chaussé des bottes de 7 lieues intellectuelles pour franchir en à peu près 20 ans le siècle qui sépare Babbage du premier ordinateur. Je vous propose de le suivre dans ses principales étapes. Il commence, comme il était de mode, par le problème des machines algébriques. Comment fabriquer une machine pour trouver les racines réelles ou complexes d'un polynôme? L'article date de 1895. Il commence par expliquer le principe d'une machine analogique qui est de relier chaque variable au mouvement d'une pièce mécanique. Mais contrairement à Babbage, il ne se contente pas de la description, il analyse chacun des mouvements et en déduit une étude de précision. Évaluer la précision du résultat retourné par une machine analogique, c'était totalement nouveau. Et il est d'autant plus crédible que sa machine, eh bien, il l'a effectivement construite l'année précédente. Elle fonctionne et ce qu'elle produit est entièrement conforme à sa théorie. Elle est basée sur un principe totalement différent de celui de Babbage. Il a inventé cette sorte de fuseau à section croissante qui utilise une échelle logarithmique pour simplifier les calculs. C'est donc déjà un très beau succès. Alors, pourquoi en 1901 revient-il sur le même sujet, avec le même titre de machines algébriques? Eh bien parce qu'entre-temps, il a généralisé puissamment. Sa machine de 1894 résolvait des équations polynomiales. Maintenant, c'est n'importe quel type d'équation qu'il considère, le problème le plus général possible. Une certaine fonction d'un nombre de variables quelconque qui doit s'annuler. Dans les variables, on peut maintenant rentrer une fonction et même sa dérivée. Donc la nouvelle machine algébrique résout aussi les équations différentielles. Peu après, arrive l'étape décisive, le télékino. Télé à distance, kino mouvement. Tout simplement l'invention de la télécommande. Torres n'est pas le premier à utiliser les ondes hertziennes pour envoyer un signal à distance, mais il est le premier qui réussit à le faire de manière continue. Il l'applique pour commencer à un mécanisme de bateau. Vous voyez l'hélice et le gouvernail au premier plan. Il construit un bateau qu'il commande à distance, à qui il fait faire des virages et qu'il ramène à bon port. Maintenant qu'on fait ça avec des drones, ça n'a plus rien d'étonnant. Mais à l'époque, les spectateurs n'en croyaient pas leurs yeux. Pendant plusieurs années, on lui demande des démonstrations de son bateau. Il en fait pour le roi d'Espagne et même pour le pape. Pourquoi est-ce une étape aussi importante? Parce qu'il se familiarise avec les dispositifs électromécaniques et qu'il comprend, en fabriquant son télékino, qu'il peut remplacer dans un calculateur la plupart des pièces mécaniques par des contacts électriques. Les machines de Torres deviennent un peu compliquées à concevoir et surtout à expliquer. Après avoir détaillé les difficultés, il dit:
Comme conséquence de ces difficultés, il se trouve que les descriptions qui s'écrivent sont peu nombreuses, et encore moins nombreuses celles qui se lisent. Alors, il a la même réponse que Leibniz et Babbage avant lui, quand ils avaient été confrontés au même problème. Il invente son propre système de symboles mécaniques. Voici quelques-uns de ces symboles. En bas à droite, vous voyez les notations pour quelques types de transmission. Par engrenage, par pignon, par frottement, par courroie, par roue à cliquet. Puis il produit ceci, en 1910. Il n'est pas facile de deviner à quoi ça sert en regardant l'image, mais le titre le dit. C'est un joueur d'échecs. Oh non, Torres n'a pas résolu le problème général de construire un automate capable de jouer une partie entière. Ce ne sont que des fins de partie très spéciales. Mais pour Torres, c'est la démonstration qu'un automate peut décider de ses mouvements en fonction d'une situation imprévisible. La deuxième version de son joueur d'échecs est exposée à Paris en 1914. Par rapport à la première, Torres a rajouté des électroaimants sous l'échiquier. On voit mieux sur la photo de quoi il s'agit. Sur l'échiquier, il y a le roi noir, le roi blanc et une tour blanche. Avec une tour en plus, les blancs doivent faire échec et mat, quels que soient les mouvements du roi noir. Et ça marche. La machine joue les blancs, les visiteurs humains se font battre systématiquement. Torres a, une fois de plus, les honneurs de la presse. La machine de 1914 existe toujours. Elle est au Musée des Sciences à Madrid. Maintenant qu'il a prouvé de quoi il était capable, Torres peut écrire ses idées sur les machines. Il le fait, d'abord en espagnol en 1914, puis il traduit lui-même le texte en français en 1915. Moi, cet article, il me donne des frissons dans le dos. Vous voyez comment il commence. Il définit ce qu'il entend par automate et remarque que les automates intéressants ne sont pas ceux qui répètent toujours la même séquence d'opérations. Il y a une autre sorte d'automate qui offre un intérêt beaucoup plus considérable. Ceux qui imitent non pas les simples gestes, mais les actes réfléchis de l'homme et qui peuvent parfois le remplacer. Plus loin, il faut en outre, et c'est là principalement le but de l'automatique, que les automates soient capables de discernement, qu'ils puissent à chaque moment, en tenant compte des impressions qu'ils reçoivent ou même de celles qu'ils ont reçues auparavant, commander l'action voulue. Il faut que les automates imitent les êtres vivants en réglant leurs actes d'après leurs impressions, en adaptant leur conduite aux circonstances. Bien sûr, il a défini précisément ce qu'il entend par impression. Un automate doit être muni, comme un animal et comme un humain, de sens, c'est-à-dire pour une machine de capteurs, température, mouvement, vitesse, etc. Ces capteurs envoient des informations dont l'automate va tenir compte pour prendre des décisions. Il est toujours possible de construire un automate dont tous les actes dépendent de certaines circonstances plus ou moins nombreuses, suivant des règles qu'on peut imposer arbitrairement au moment de la construction. Ces règles devront être évidemment telles qu'elles suffisent pour déterminer en toute occasion, sans aucune incertitude, la conduite de l'automate. Le voici en 1916 lors de la cérémonie de remise de la médaille Etchegaray à l'Académie royale des sciences. Je ne sais pas vous, mais moi je trouve qu'il l'avait amplement mérité, sa médaille. Il est facile à repérer sur la photo, il est grand et fort, et il dépasse tous les autres d'une tête. Et à son époque, pas seulement au sens propre.
D'autant que pendant les 20 ans qui viennent de s'écouler, il n'a pas fait que de l'automatisme. Comme il avait une propriété en pente, il avait installé chez lui un câble pour monter les provisions et amuser les enfants. Et comme ça marchait bien, il en avait fabriqué un à grande échelle pour la ville de Saint-Sébastien. Et comme ça marchait toujours très bien, il avait passé un contrat avec la ville de Niagara Falls au Canada pour une attraction touristique. Sur 500 mètres de long, tout de même. Eh bien, vous savez quoi? Le Spanish Aerocar, eh bien, il transporte toujours des touristes au-dessus des chutes du Niagara, un siècle après. Il avait aussi inventé un dirigeable qui a volé pour la première fois en 1906. D'ailleurs, le télékino, la télécommande, c'était à l'origine pour les dirigeables en phase d'essai, pour éviter de mettre la vie des pilotes en danger. Vu le succès et le potentiel, Torres a passé contrat avec une société française, Astra, pour construire des dirigeables en série. Et pendant toute la Première Guerre mondiale, les dirigeables Astra-Torres ont équipé les troupes françaises et anglaises pour les missions de reconnaissance ou de bombardement. Et grâce à Torres, les Alliés ont eu une réponse aux zeppelins allemands. Il s'est même occupé de pédagogie et il a conçu un projecteur didactique équipé d'un pointeur projetable, un pointeur lumineux si vous préférez. Voici pourquoi, selon lui. On connaît bien les difficultés auxquelles est confronté un professeur pour illustrer son discours quand il utilise des projections lumineuses. Il doit se placer en face de l'écran en prenant garde de ne pas cacher la figure projetée, pour attirer l'attention des élèves sur les détails qui les intéressent le plus, en leur montrant avec un pointeur. En même temps, vu comment j'enregistre, je n'ai pas le problème de passer devant l'écran. Et puis j'ai décidé de ne pas utiliser de pointeur. Mais quand même, c'est gentil de penser à moi. Ça me fait plaisir. Merci, monsieur Torres.